Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Pérez, merci d'être avec nous ce soir. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne resterai pas pour le coup. Mais voilà, la personne qui devait vous introduire n'a pas pu être présente. Donc, en tout cas, encore merci à vous d'être là pour ce soir, pour le cours, et espérons que vous puissiez nous éclairer. Merci beaucoup. Désolée, je viens de voir, j'étais en mute. Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer. Bezrat Hachem, j'ai reçu plusieurs questions à l'avance. Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et si on a du temps, à la fin, on ouvrira ça aux questions. Bezrat Hachem, pour toutes celles qui ont plus de questions, qui veulent qu'on éclaire certains points. Donc, le sujet, c'est un sujet qui nous touche à tous, et surtout à toutes, puisque c'est un cours de femmes. C'est le sujet du couple. Comment faire en sorte d'avoir un shalom bayit? Comment faire en sorte d'avoir un couple qui fonctionne? Parce qu'il faut comprendre que c'est pas seulement pour l'homme et la femme qu'on a besoin que le couple fonctionne, c'est aussi pour l'éducation des enfants. Une fois, j'avais demandé à un rav quel est le meilleur secret du chinour. Comment on peut mieux éduquer nos enfants? Il m'a répondu shalom bayit, shalom bayit, shalom bayit, shalom bayit. Quand un couple, il travaille sur son shalom bayit, quand un couple, il travaille pour montrer le bon exemple, un exemple sain à ses enfants, alors automatiquement, on a à l'intérieur, on rentre dans, si vous voulez, dans le couple, des qualités d'empathie, des qualités d'amour, des qualités de doucha, de sainteté. Donc en fait, on forme le couple juste par notre exemple, comment on se comporte entre le mari et la femme. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça et de commencer par cette idée-là. Cette idée qu'on commence toujours par travailler son couple, pas seulement parce que ça nous touche à nous-mêmes, mais surtout parce que ça nous touche à nos enfants, à notre famille et à tout notre futur. Donc ça, c'est vraiment très, très important de s'en rappeler toujours. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a plusieurs éléments pour qu'un couple y réussisse. La première des choses, c'est de définir et de connaître le rôle du couple. Très souvent, je parle à des couples et ils ont plein d'histoires et chacun il se dispute. Par exemple, encore hier, je parlais à une jeune femme qui avait des gros problèmes de couple et en fait, elle me disait ce qui l'énervait, c'est que son mari, elle est encore à l'école, donc elle devait encore faire ses études en université et son mari, il était tout le temps sur elle en train de lui crier dessus. Tu travailles pas assez, pourquoi tu sors boire un café avec tes copines, qu'est-ce que tu fais? Et elle, ça l'énervait par exemple que son mari, ce qu'il fasse, c'est qu'il était à son travail, et quand il était à son travail, il était trop copain avec sa sœur avec qui il travaillait, et tous les deux ensemble, ils se parlaient trop. Donc en fait, chacun, on a réalisé quand on a commencé à bien parler, d'abord, il ne connaissait pas c'est quoi son rôle, parce que ton rôle dans le couple, c'est pas d'être le papa ou la maman de ton époux, c'est d'être une femme ou un mari. C'est déjà un. Donc si tu es là en train de chercher tout ce qui va pas chez l'autre, si tu es là en train d'essayer de l'éduquer, ben, c'est pas ton rôle. Tu n'es pas son rabbin. Des fois, des mamans, et c'est très dur, mais des fois, des femmes, elles appellent, elles disent oui, moi, je voudrais que mon mari étudie plus, alors je veux crier dessus. Mais crier sur ton mari pour qu'il aille étudier plus, ça va pas être d'abord, ça va pas réussir. Et c'est pas ton travail, c'est pas ton but. Tu te maries pas pour être le rabbin de ton mari. Tu as un rabbin qui peut parler à ton mari pour qu'il aille étudier plus, on peut en discuter comment, etc. Comment changer le mari, ça va être une des questions. Mais déjà, une des premières choses à comprendre, c'est qu'on a chacun un rôle dans le couple et il faut pas se tromper de rôle. Il faut définir son rôle. Et ça, en général, quand on a un chidour, quand on a une rencontre, etc., avant de se marier, c'est important, avant de se marier, de discuter de ça. Si on s'est déjà marié et on ne l'a pas fait, c'est jamais trop tard. Moi, ma devise, c'est que c'est jamais trop tard dans la vie. On peut toujours commencer les choses correctement. Donc, c'est important de s'asseoir avec le couple. Le rabbi conseille de tous les jours qu'un mari et une femme, ils prennent un quart d'heure, 20 minutes, ils s'assoient, ils parlent ensemble et ils discutent ensemble des problèmes, ils discutent ensemble des choses bien positives. J'ai ma sœur qui m'a raconté ça, que sa belle famille, ils allaient souvent voir le rabbi, ils avaient une relation très proche avec le rabbi. Et un jour, une personne est partie voir le rabbi, il lui a dit, Rabbi, voilà, je voulais juste vous dire, Baruch Hashem, tout va bien. Le rabbi, il a sorti un sourire, il lui a dit, tu te rends même pas compte comment toute la journée j'attends ça. Parce que tout le monde vient voir quand ça va pas. Mais personne ne vient voir quand ça va. J'ai envie d'entendre les bonnes nouvelles. De la même manière qu'on s'assoit parler avec son mari, il faut aussi parler de tout ce qui va bien. On n'est pas assis que pour parler des problèmes. On est assis pour parler aussi des bonnes choses, des choses qui vont bien. Ça, c'est un autre point dans le couple. Travailler sur parler et voir des bonnes choses. Travailler sur sa gratitude, de dire merci.
Merci que tu m'as servi un verre d'eau. Merci que tu m'as aidé avec les enfants. Merci que tu m'as appelé pour savoir comment j'allais aujourd'hui. Ça m'a réchauffé le cœur. Dire merci. Il y a toujours quelque chose, un point sur lequel on peut dire merci. Donc, premièrement, comme on a expliqué, définir c'est quoi mon rôle dans le couple, de ne pas se tromper de rôle. Je ne suis pas son papa, je ne suis pas sa maman, je ne suis pas son rabbin, je suis sa femme, je suis son mari. Définir ensemble, c'est quoi notre but, c'est quoi dans le couple, qu'est-ce que moi je fais dans le couple. Alors, il y a des couples où la femme, elle reste à la maison, le mari va travailler. Il y a des couples où la femme et le mari sortent travailler. Il y a des couples où le mari va étudier, la femme va travailler. Il y a toutes les sortes de couples. Il n'y a pas un bon, un mauvais. L'important, c'est de savoir qui on est, c'est de se définir. Donc, prendre le temps de se définir, prendre le temps d'accepter et de connaître son rôle dans le couple, et après, jouer son rôle. C'est ça le plus important. Enfin, on va passer à un autre point, le respect. Tellement important, comment on se parle. Comment on se parle. Se parler avec respect. Pour se parler avec respect, il faut déjà respecter la personne en face de soi. Et très souvent, ça commence par se respecter à soi-même. Vous allez voir que très souvent, des personnes qui sont très critiques avec elles-mêmes, qui ne s'aiment pas comme elles sont, ou elles s'en veuillent pour certaines choses qu'elles font, ou elles ne s'acceptent pas, elles ne s'aiment pas, elles vont agir pareil avec la personne en face d'elles. Donc vraiment très important de travailler sur le respect de soi-même, s'aimer, se respecter, et faire pareil avec la personne en face de moi. Et accepter. Et ça, c'est un grand, grand point que je dis à toutes les calottes que je prépare. Quand vous allez dans un mariage, ce que vous voyez avant le mariage, sachez que vous allez le retrouver après le mariage. Ça n'existe pas d'aller dans un mariage et se dire, moi, je vais complètement changer mon mari. Peut-être vous allez réussir à mieux l'habiller. Ça, allez, je vous le donne. D'accord. Vous allez réussir à mieux l'habiller. Une femme, elle peut transformer la garde-robe de son mari. Mais les midotes, les qualités d'une personne, ça prend des années avant que ça se transforme. Ça prend des années avant que ça se change. Donc, on ne peut pas aller dans un mariage en se disant « Ah oui, bon, il est coléreux pendant le chidour, mais ça va lui passer. » Ça ne marche pas comme ça. S'il est coléreux avant, il va être coléreux pendant le couple. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on peut peut-être aller en thérapie. On peut travailler avec un rab, avec un thérapeute qui est spécialisé. Très possible. Mais on doit avoir les yeux ouverts sur le challenge qu'on va avoir. On doit avoir les yeux ouverts sur la situation dans laquelle on va se trouver. On ne peut pas rentrer dans un mariage ou être déjà dans un mariage et se dire « je dois changer, transformer complètement mon mari ». Il faut accepter qu'une personne, ça prend du temps pour changer. Comment on peut accepter? Il y a une autre idée très forte, c'est de se mettre à sa place. Quand nous avons quelque chose à changer, maintenant, tournez la situation. Comment c'est difficile de changer pour nous? Peut-être pas la même chose. Peut-être, on va dire, un mari, son problème, ça va être de crier. Mais une femme, son problème, ça peut être, et là, encore une fois, j'invente bien sûr toutes ces situations, mais une femme, son problème, qu'elle n'arrive pas à s'arrêter à manger. Maintenant, tu vas venir lui dire, arrête, t'arrêtes à manger, tu manges trop. Elle va jamais aimer ça. Aucune personne va aimer qu'on essaie de la transformer, de la changer comme ça. Donc, quand on aimerait que nous, on s'adresse à nous avec plus de douceur, avec plus d'empathie, avec plus de gentillesse, de la même manière qu'on va essayer de transformer, de changer notre personne, on doit avoir cette empathie qu'on doit emmener dans la relation aussi quand on va parler à l'autre personne. Donc ça, c'est vraiment important. Un autre point qui est tellement, tellement important dans le couple, c'est d'accepter qu'on ne peut pas contrôler. Très souvent, les problèmes du couple, c'est qu'une personne, ou l'autre, ou des fois les deux, là on est vraiment dans la suite, quand elles veulent contrôler. On va absolument contrôler tout ce qui se passe dans le couple. On veut contrôler qui va appuyer sur la fenêtre, qui va monter et descendre dans la voiture. On veut contrôler comment on va aller en vacances. On veut contrôler ce qu'on va manger. On veut contrôler tout. Il faut comprendre et accepter qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et un mariage, des fois je donne, des fois je prends. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai déjà entendu ça, c'est facile, on le sait. Mais est-ce que c'est facile à faire? Est-ce qu'on a pris une minute de penser dans mon couple? Est-ce que j'essaie d'avoir le contrôle? Parce que très souvent, beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de Shalom Bayit viennent du contrôle. Viennent parce qu'on a envie de contrôler. Et des fois, on ne sait même pas pourquoi on veut que quelque chose soit fait d'une certaine manière. Je vous donne un exemple très facile, très simple. Un mari et une femme, avec l'éducation des enfants. Combien de fois on aimerait que les enfants, par exemple, on ne veut pas donner à un mari à s'occuper des enfants. Je dis à une femme, mais tu as besoin de souffler, dis à ton mari qui t'aide. Ah, je ne peux pas. Je déteste comment mon mari fait les choses. Mais
il faut balancer les choses. Si tu as besoin d'aide, eh ben, tu n'es pas obligé, tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Ça marche comme ça dans la vie. Ça marche comme ça, tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Donc oui, ton mari ne va pas pouvoir toujours faire exactement ce que tu veux. Je parlais de ça avec une amie. On racontait comment, quand on laisse des fois les enfants à nos maris, et peut-être pas tous les hommes, je parle en général, quand on laisse les enfants à nos maris, très souvent, on revient à la maison elle est en bazar, les habits sont jetés partout, rien n'est mis dans le lave-vaisselle, rien n'est mis dans l'évier. C'est la catastrophe. Alors que quand nous, on s'occupe des enfants, attention, nous on fait les choses bien, hein, on met les enfants à l'heure, on met la vaisselle en place, on range le linge, etc. Alors on pourrait commencer à s'énerver, on pourrait commencer à se disputer. C'est très facile de commencer, ouais, mais t'as tout laissé entraîner, c'est quoi ça? Mais aussi, on peut se rappeler qu'on n'est pas obligé de tout contrôler. Que là, ce que j'avais besoin de mon mari, c'est qu'il s'occupe des enfants. Et d'accepter que mon mari, il n'est pas capable, pendant qu'il s'occupe des enfants, d'aider avec le ménage. Il n'arrive pas à faire les deux. Donc, si j'accepte ça, déjà, je ne vais pas lui en vouloir autant. Si je ne vais pas lui en vouloir autant, déjà, j'ai enlevé un conflit, j'ai enlevé une histoire. Donc, accepter que je ne peux pas tout contrôler et réaliser à chaque moment, quand j'ai un conflit qui se présente, est-ce que je suis énervée contre mon mari parce que j'ai envie de le contrôler maintenant, ou est-ce que je suis énervée par mon mari parce que c'est vraiment quelque chose d'important qui me tient à cœur, dont je voudrais m'occuper. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça et d'y penser à chaque instant. Penser, c'est faire. Au début, c'est difficile. Et après, on s'entraîne et on arrive à le faire de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simplement. Donc ça, c'est vraiment important de se poser toujours la question, est-ce que je veux parce que c'est normal ou est-ce que je veux tout contrôler, que tout soit fait à ma manière? Parce que ça, c'est OK de let go. C'est OK des fois de ne pas tout avoir comme on veut. C'est OK, c'est acceptable. On peut survivre. Ça, j'ai appris. Je suis quelqu'un qui était très anal. Je ne sais pas comment dire en français, mais je pense que c'est le même mot. Très folle. Il fallait que tout soit rangé, il fallait que tout soit à sa place. Il fallait que mes jouets soient exactement à sa place, ma vaisselle soit faite avant d'aller dormir. Et au bout d'un moment dans ma vie, au Hachem, au bout d'un certain nombre d'enfants, au bout d'un moment que j'ai eu un enfant autiste, ça a commencé que je n'ai pas pu tout faire comme je voulais. Et à ce moment-là, j'ai dû arrêter de vouloir tout contrôler. J'ai accepté que pas tout va être exactement comme je veux. Ça va prendre plus de temps. Au lieu d'avoir la maison toute propre avant d'aller mettre les enfants au lit, je vais mettre les gosses au lit. Ça va jusqu'à 10h du soir, la maison, elle va être ça, mais je vais ranger plus tard. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas obligé de tout contrôler. Je peux respirer. C'est pas la fin du monde. Je me suis travaillée, je me rappelle ça. Je me rappelle. Et quand j'accepte et je me donne à Kadosh Baruch Hu, je me dis, écoute, Hachem, c'est tout dans tes mains. Je peux pas contrôler. Je vais faire ce que je peux. Au lieu de ce que je veux, je fais ce que je peux. Là, ça change complètement. Ça enlève une grosse pression de moi-même et ça me permet aussi d'enlever une grosse pression de mon mari. Je voudrais juste avancer à un autre point en parlant là. Maintenant, on commence à parler un peu plus des problèmes du couple. Il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Très souvent, malheureusement, dernièrement, je vois sur Internet, sur Facebook, des femmes qui postent « Mon mari me frappe, c'est qu'une gifle, il ne me laisse pas utiliser l'argent, il me dit que je n'ai pas le droit de sortir. » Je voudrais juste qu'on fasse une petite pause pour expliquer qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes qui ne sont pas acceptables. Ça s'appelle de l'abus. Il faut mettre les mots sur la situation. Une femme n'a pas le droit d'être abusée. Ce n'est pas acceptable d'être frappée. Ce n'est pas acceptable qu'on nous abuse avec de l'argent, avec des émotions, avec des paroles. C'est très important de savoir que ça, ce n'est pas normal. Et Baruch Hashem, on est dans une époque où on a des associations qui aident, où on a des rabbinim qui aident. Et très souvent, j'entends la réflexion, je vois des femmes carrément qui écrivent ça. Mais pourquoi tu restes dans ce couple si le mari te fait ça? Il faut savoir qu'on ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'est pas à sa place. Mais il faut aussi comprendre que des fois, il y a un certain syndrome qu'une personne qui est abusée, elle va même être habituée à être abusée. Elle ne connaît rien d'autre. Donc, c'est difficile pour elle de sortir carrément de cette situation. Donc, au lieu de juger cette personne, il faut lui donner beaucoup d'empathie, il faut lui donner beaucoup d'amour et essayer de la connecter avec une association, avec un rav, avec un psychologue, avec quelqu'un de professionnel qui pourra l'aider à sortir de là, Be'ezrat Hashem, et être là pour la personne. Je reviens au problème, on va dire, typique du couple. Donc, se rappeler aussi qu'on vient de deux milieux différents. C'est-à-dire que quand chacun on a été marié, des fois, une elle est thune, l'autre il est marocain, l'autre elle est habituée à la Keila, à la Dafina, on n'est pas pareil, d'accord? Donc, quand on va arriver au repas, il va falloir trouver le repas qui va le mieux travailler pour nous. Évidemment, je rigole avec des idées de bouffe, mais vous avez toutes compris l'idée.
On ne vient pas de la même éducation, on ne vient pas des mêmes parents, on ne vient pas des mêmes grands-parents, des fois on ne vient même pas de la même ville ou du même pays. Il faut accepter et donner le temps au couple de se former, se redéfinir à deux. Jusqu'à là, on était 1-1 et maintenant on se redéfinit à 2 ensemble. Et ça prend du temps. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 7 jours. Pourquoi il a créé le monde en 7 jours? Quand vous avez lu le Pirkei Avot, il y a marqué Ma'amarot Nivra Olam. 10 mots. Hachem, il a créé le monde. 10 mots, ça ne prend pas 7 jours pour dire 10 mots. C'était pour nous apprendre que quand tu construis, ça prend du temps. Détruire, facile. Facile. Divorcer, détruire, se déchirer, très facile. Il n'y a pas de problème. En 2 secondes, c'est fait. Mais construire, ça prend du temps. Donc, ça prend des jours et une semaine à Dieu pour créer le monde. Combien de temps ça nous prend pour créer un couple? Prenez le temps, donnez-vous le temps. Tant qu'on a expliqué plus haut qu'il y a le respect, qu'il n'y a pas de violence physique, pas de violence morale ou émotionnelle, etc., prenez le temps de construire votre couple. C'est normal d'avoir des disputes. C'est normal de ne pas être d'accord sur tout. Imaginez, on vivait dans un monde où on était tous d'accord sur les mêmes choses. Franchement, le monde, il n'aurait pas autant d'intérêt, il ne serait pas tellement magnifique, il serait boring, comme on dirait en anglais, il serait ennuyeux. Mon papa, le Rav Lariani de Grenoble, toujours il dit comme ça, mon père. Il dit, ça ne te dérange pas quand tu regardes dans une pièce autour de toi, que chacun il a un nez différent. Regarde, tu verras autour de toi. Personne n'a le même nez. Pourquoi ça te dérange que les gens, ils n'ont pas les mêmes opinions? Pourquoi ça te dérange qu'ils n'ont pas les mêmes choses? Tant que ce n'est pas pour t'écraser, etc., et que ça n'empiète pas sur ton espace vital, laisse la personne vivre comme elle veut. Donc ça, c'est important de se rappeler ça. Et enfin, avant d'attaquer, de répondre à chaque question que j'ai reçue à l'avance, une autre idée très, très importante que vous avez déjà entendue et qui fait toujours du bien de se rappeler, c'est l'idée qu'un homme en hébreu, ça se dit Ish, Aleph, Shin. Aleph, Yud, Shin, pardon. Ish, un homme. Isha, Aleph, Yud, Shin, He. Une femme. Maintenant, tous les deux, l'homme et la femme, pour réussir, pour avoir un couple, ils doivent passer sous la choupa. Ils doivent passer avec la Kadosh Baruch Hu qui devient leur partenaire. On est 3 dans les mariages juifs. On a le mari, la femme et la Kadosh Baruch Hu. Quand on a le Ish, il y a toujours le Yud. Il y a Dieu qui est avec nous. Isha, Yud Ke. Elle a Dieu aussi qui est avec elle. L'homme et la femme ensemble, ils ont Dieu. S'ils enlèvent Dieu, qu'est-ce qui reste? Vous enlevez le Yud, vous enlevez le He. Esh, le feu. Ça brûle, ça se dispute, ça se détruit. C'est ça quand on oublie qu'il y a Dieu. Donc, un point tellement important, c'est de se rappeler à ce moment-là, si je suis mariée avec cette personne, si je suis passée sous la choupa, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Et j'ai Akadosh Baruch Hu dans mon couple. Donc, je vais réintroduire Hachem dans mon couple. Je vais me rappeler qu'il est là pour m'aider, pour me guider. Et si Dieu veut, après, je ramène un feu qui n'est pas destructeur, mais un feu d'amour, un feu comme le feu du puissant un temps de Moshe Rabbeinu, qui ne brûlait pas, mais qui était là pour te réchauffer et pour la présence de Dieu, pour te montrer que Dieu était là près de toi. Donc, je vais attaquer maintenant avec la première question. J'ai mis quelques questions ensemble, donc si vous ne reconnaissez pas votre question, c'est parce que je les ai collées ensemble. Je trouvais qu'elles allaient bien ensemble, certaines questions. Comment faire comprendre notre fonctionnement féminin et nos besoins à nos maris? Comment cerner les besoins de chacun dans la relation du couple? Très bonne question. Première réponse. Donc, comment faire comprendre nos besoins, comment cerner les besoins de chacun? Tout commence avec ce mot magique, communication. Communication, parler. Maintenant, je parlais avec une de mes petites sœurs, d'ailleurs, qui me disait, tu sais, quand moi je parle de communiquer, pour moi, ce qui est important, c'est de dire les choses clairement. Parce que très souvent, pourquoi on se dispute? On attend quelque chose du mari. Mais le mari, il est à 6 km de nous, il ne comprend pas du tout les mêmes choses que nous. Il ne comprend pas. Il est sur une autre planète. Comme dirait ce livre, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. On vit sur 2 planètes différentes, on ne parle pas le même langage. Toi, tu vas dire faire quelque chose, le mari ne comprend pas. Ça m'arrive tout le temps avec mon mari que je vais lui dire, fais-moi ci, ou je l'appelle, ou je dis, écoute, ça ne va pas. En fait, le petit crie. J'attends qu'il me dise, tu veux que je t'aide? Mais mon mari me dit, ok, alors, waouh, il crie, alors je te plains. Je n'ai pas besoin que tu me plaignes. Viens m'aider. Ben, si je veux qu'il m'aide, je vais lui dire, aide-moi. C'est tout. Mon mari me dit, ben, dis-moi, Sarah, est-ce que tu dis-moi, Ariel, j'ai besoin d'aide, je viens t'aider tout de suite. C'est pas qu'il n'a pas envie de m'aider, c'est qu'il ne comprend pas qu'il a besoin de m'aider. Donc, on veut faire comprendre à notre mari notre fonctionnement. On veut définir les besoins de chacun. Il faut parler, pas par sous-entendu. Pas par « ah, moi, j'aimerais que… » Il faut dire les choses clairement.
Chérie, voilà comment moi je marche. Voilà comment je suis. Voilà moi ce que j'aime. Voilà ce que j'ai besoin de toi. Voilà. Et toi, dis-moi ce que tu as besoin de moi. On se parle, on s'écoute. Maintenant, attention, il y a des règles précises pour cette communication. On arrête ce qu'on fait. On ne peut pas être avec son téléphone comme ça en train de dire, attends, que suis ouais. Non, ça ne marchera pas comme ça. On regarde la personne en face dans les yeux, on lui dit, écoute, voilà ce que j'ai besoin. Clairement, important de dire les choses. Regardez la personne dans les yeux quand on lui parle. On arrête ce qu'on fait. On se concentre sur l'autre. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, j'ai des enfants qui crient. Pas de problème, tu sais quoi? Rien va changer. Attends, quand tu as les enfants qui se sont mis de côté, quand tu as mis les enfants au lit, là, calmement, assis-toi, prends une petite bière, un petit vin, une petite araque, ce que tu as envie, relaxe-toi. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, parle à ton mari. C'est mieux d'attendre, de faire les choses bien et calmement, que de se presser et de faire les choses n'importe comment. Deuxième conseil, quand tu parles à la personne en face de toi, il faut répéter ce que tu dis. Pour bien qu'on te comprenne. Regarde, chérie. C'est difficile pour moi quand tu jettes les enfants, les enfants par terre, on va dire. Eh bien, s'il te plaît, fais-les asseoir gentiment. D'accord, mon cœur, s'il te plaît, juste qu'on les fasse asseoir gentiment et se concentrer sur ce qu'on veut qu'ils fassent, plus que ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent pas. Donc, au lieu de répéter 100 fois, je veux pas que tu fasses ça aux enfants, dites-lui qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse aux enfants. Au lieu de lui dire, non, ne pas manger comme ça aux enfants, c'est dégueulasse, ça salit tout. Dites-lui, écoute chérie, s'il te plaît, tu peux mettre l'assiette devant le petit quand tu lui donnes à manger. Et des fois, votre mari, parce qu'il a un ego, il a le droit, comme tout le monde, on a tous un petit ego, il va dire, mais je sais quoi faire. Eh bien, tu sais quoi? Au lieu d'aller insister, d'essayer de te forcer, de lui expliquer comment faire, ok, ok, d'accord, mon amour, non, je voulais juste te dire devant parce que c'était plus simple, mais je te fais confiance. Quand on dit à l'autre, je te fais confiance, l'autre, il veut honorer notre confiance. C'est tellement, tellement important. C'est tellement, tellement important. C'est vraiment, vraiment important. Donc, de dire les choses clairement, de parler clairement, de regarder la personne en face, d'attendre un moment calme pour parler et de se répéter. Et après, d'écouter la réponse de l'autre. Écoutez la réponse. Je sais que des fois, moi, il y a des choses qui m'énervaient, mais en fait, quand mon mari m'a expliqué pourquoi il a fait ça, eh ben, je me suis tuée parce qu'en fait, il avait raison. Et en fait, sa solution à lui, c'était la bonne. C'est juste moi, je ne la voyais pas, c'est tout. Mais lui m'a expliqué, il m'a dit non, je sais exactement ce que je fais. Je fais ça parce que c'est ce qu'il y a de mieux maintenant. Quand j'ai compris ça, j'ai dit ok, je respecte, tu as raison. On revient à l'idée du début. Est-ce que je lui dis les choses parce que je veux contrôler qu'il fasse tout comme moi? Ou est-ce que je lui dis les choses parce que je veux qu'il s'occupe des enfants et que les choses soient faites? C'est quelque chose qui soit complètement différent. Donc ça, c'est très, très important de le comprendre. Vraiment, vraiment important. Après, il faut accepter aussi de faire des compromis. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Quand quelqu'un il a déjà fait des médiations, il verra qu'une médiation, c'est quoi? C'est une médiation, c'est-à-dire qu'on chacun, il emmène et il dit ce qu'il a envie, mais on n'arrivera jamais à avoir 100% ce qu'on veut. Donc, on va faire des concessions. Ça, c'est aussi important dans un couple pour réussir, de faire des concessions. Et enfin, je voudrais juste terminer avec une idée qui est tellement importante. Quand on va parler à son mari pour cerner les besoins dans le couple, pour comprendre notre fonctionnement, etc., pour lui faire comprendre notre fonctionnement féminin, une chose à ne pas faire, une chose à absolument ne pas faire, c'est tellement important. La chose à ne pas faire, c'est surtout, 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 et je vous en supplie, ne vous comparez pas avec les autres. Combien de fois on va dire à mon mari, ouais, mais le mari de ma copine, il fait ça, ça et ça et ça. Lui, il aide. Lui, il fait ci. Lui, il fait ça. C'est tellement horrible de faire ça. Parce qu'en fait, quand on commence à se comparer d'abord, on oublie le message qu'on veut passer. Et au lieu de passer un message, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de rentrer un autre couple dans notre couple. On est juste en train de faire, c'est juste la jalousie. C'est tout ce que c'est rien d'autre. Et je vais vous donner une idée pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, je vous donne une idée simple. C'est écrit dans les Aseret Adiberot qu'on a lu il n'y a pas tellement longtemps. On est d'accord, c'était Shavuot il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a écrit dans les Aseret Adiberot? On ne peut pas être jaloux. Il y a marqué ne jalouse pas la femme de ton ami et sa maison et blablabla. Vechol asherlo. Et tout ce qui est à lui. Et là, on peut se poser la question.
Pourquoi on n'a pas simplement dit ne jalouse pas tout ce qui est à ton ami? Ça inclut tout le reste, et sa femme, et sa maison, et ses enfants, et tout ce que tu veux inclure. Il y a quelque chose de très beau et de très, très important. C'est que des fois, on regarde chez les autres et on se dit, tiens, waouh, il est magnifique son mari, qu'est-ce qu'il l'aide? Il l'aide tellement, elle a un mari de ouf, hein, mon mari, il n'est pas comme ça. Ou bien on va regarder un autre couple et dire, waouh, eux, ils ont plein d'argent. Nous, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, mais eux, qu'est-ce qu'ils sont chanceux, ils ont tellement d'argent, ils peuvent se payer les vacances qu'ils veulent, ils peuvent se faire ce qu'ils veulent. Nous, on galère, c'est dégueulasse, c'est pas pareil. Quand vous commencez à parler comme ça, vous oubliez d'abord que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout à tout le monde. Et Hachem, il sait exactement ce qu'il donne à chacun. Et sachez que Hachem, pas seulement il donne à chacun, peut-être la bracha, peut-être un mari plus sympa, peut-être plus d'argent, mais il donne aussi des autres challenges, des autres problèmes aux autres. Juste que vous ne voyez pas tout. L'herbe, elle a toujours l'air plus verte chez les voisins que chez vous. Toujours. Donc, quand Hachem, il te dit, c'est quoi la raison et tout ce qui est à lui, Hachem, il te dit, tu veux jalouser sa femme, tu veux jalouser sa maison, mais dans ce cas-là, si tu veux ça, viens, je te donne aussi tout ce qui est à lui, y compris ses problèmes à lui. Donc, quand tu commences à te comparer aux autres, eh ben, tu veux aussi tes problèmes, on va te les donner. Mais ce couple-là, il a un enfant autiste, tu le veux aussi? Ah ben non. Alors arrête de te comparer. Se comparer, ça n'amène à rien. Se comparer, ça amène juste à se ressentir frustré. Et c'est comme quand on va regarder sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, et on dit, waouh, elle fait toujours un super repas tous les soirs. Je m'en rappelle, alors ça m'avait marqué. Elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, t'as vu cette fille, pourquoi j'ai pas un mari comme elle? Toujours, ils ont des photos ensemble, amoureux, toujours, ils ont des photos de famille, ils sortent et tout. Moi, maintenant, j'étais en train de m'occuper de la même fille qui me pleurait tous les jours qu'elle souffrait de son mari. Mais je vais pas aller le raconter, c'est privé tout ce qu'on me dit. Mais moi, j'entendais l'autre qui me disait, mais j'ai vu son Instagram, elle a l'air magnifique. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Donc, ne te compare pas parce que, ça t'amène à rien. Et deux, c'est un sentiment qui est faux. C'est un sentiment qui est faux, complètement faux, parce que ça t'amènera à rien. Ça t'amènera à rien de te comparer à une autre personne. La seule chose que ça va faire de te comparer à une autre personne, c'est que ça va te rendre à toi triste et ça va te donner un faux sentiment que les gens, ils ont plus ou moins que toi. Ce qui n'est pas vrai. Tu n'es pas chez les gens. Donc là, on passe à la prochaine question, tellement importante dans notre génération. Je vais y répondre même pour moi. Comment réussir à ne plus être accro à son téléphone? C'est tellement difficile. On est tout le temps sur nos téléphones. On est habitué à regarder nos téléphones pour le temps, pour les messages. Moi, je sais que ma famille, elle n'est pas à côté de moi. J'en ai en France, en Israël, à Miami. Donc, je suis tout le temps sur le téléphone en WhatsApp pour essayer de voir comment ça va. On est sur le téléphone tout le temps. On est habitué à faire tout sur son téléphone. Donc, comment on peut travailler sur soi pour être moins habitué à son téléphone? Ce qui est très, très difficile. Un des conseils que j'ai vu qui m'a parlé le plus et qui a réussi pour moi, c'est on ne peut pas arrêter d'un seul coup de poser son téléphone et de dire c'est fini. Il faut être honnête, on n'arrivera pas. Mais ce qu'on arrivera à faire, c'est déjà commencer par se donner des moments où je ne touche plus à mon téléphone. J'en parle avec ma sœur Déborah qui me donne aussi ce conseil. Elle dit des moments, on pose son téléphone. Pendant 6h à 7h du soir, c'est le repas. Personne n'a son téléphone. On pose le téléphone. Les gens, Chazvé Shalom, qui ont besoin de nous contacter urgemment, ils arriveront toujours à nous contacter urgemment. Ils n'auront pas un problème avec ça. Donc ça, c'est vraiment important de continuer de faire ça, de prendre des moments. Et chaque moment, ça m'aide à aller vers mon but ultime. Parce que se dire, je ne vais pas toucher à mon téléphone pendant 6 heures, c'est pas possible, à moins que tu m'oublies à la maison. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est terrible de dire ça, mais malheureusement, combien de fois on a entendu pendant l'été des parents qui oublient leurs enfants dans la voiture? C'est horrible, ça. Et un des conseils, on leur disait, c'est mets ton téléphone dans le car seat, dans le siège auto de la voiture. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont tellement accros à son téléphone que le téléphone, ils vont s'en rappeler plus que le bébé. C'est terrible, mais c'est la vérité. On est tous accros. Donc, le meilleur conseil que je pourrais te donner, à moins que quelqu'un d'autre ait un meilleur conseil que moi, mais le meilleur conseil que je peux te donner qui a marché pour moi, c'est de faire des moments. De se dire, par exemple, le matin, quand je suis avec les gosses, pendant une demi-heure, je ne touche pas à mon téléphone. Je ne touche pas. Je m'occupe des enfants. C'est tout. Et j'ai remarqué comment ça change les enfants. Parce que les enfants, ils me disaient, mais maman,
Tu es tout dans ton téléphone. Moi, je leur dis, mais non, moi, pas du tout, je suis pas tout le temps sur mon téléphone. Je te parle, voilà, je pose le téléphone. Mais en fait, si l'enfant, il ressent ça, c'est qu'il y a de la vérité dans ça. Donc, être assez honnête avec soi-même pour poser le téléphone et montrer à l'enfant, regarde, là, je le touche pas, je suis que avec toi. Je vais aller jouer 10 minutes avec toi, je fais un puzzle, je fais un livre, ce que tu veux. Je touche pas mon téléphone que pour toi. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas mieux pour un mari, pour un enfant, pour un ami. Même une fois, j'étais avec toutes mes sœurs, on était toutes à table, au bout d'un moment, on avait toutes sorti le téléphone. On s'est regardé, on a dit, ouh là là, non, non, non. On avait mis un panier, on a mis tout le téléphone dedans. On a dit, la première qui prend son téléphone, elle paye le resto pour tout le monde. Ben, personne ne l'a touché. Jusqu'à la fin, on a tout partagé. On a dit, allez, là. Mais c'était important. Nous, on l'a fait à la rigolade, mais l'idée, elle est là, elle est forte, elle est puissante. Tu donnes des moments où tu arrêtes avec le téléphone. Par exemple, Shabbat, tu sais que tu ne vas pas toucher au téléphone. C'est tellement, tu ne vas pas te poser la question, c'est Shabbat. Et l'inverse, je connais malheureusement une personne qui a arrêté de faire Shabbat parce qu'elle n'arrivait plus à se retenir de toucher à son téléphone, tellement elle était accro. Donc, se rappeler de ça et de se rappeler qu'on prend le moment qu'il faut, on met des temps de côté et c'est essentiel, aussi essentiel que ne pas toucher à son téléphone Shabbat, et on se concentre pour sa famille, on se concentre pour son cours de Torah, on se concentre pour son mari et on ne touche pas à son téléphone. Voilà, un conseil que vraiment je conseille, et je conseillerais de commencer ça quand on est avec son mari et quand on est avec ses enfants. C'est les moments les plus essentiels. Maintenant, on arrive à une autre question extrêmement importante. Comment gérer un conflit? Je me suis disputée avec mon mari, on n'est pas d'accord sur la même chose, on s'est déchiré la gueule, comme la personne m'a écrit mot à mot. Comment on fait pour gérer ça? Comment on gère le conflit? Première des choses, tellement important, ne pas lever la voix. Oh, c'est dur. Hein? Comme il dit Gad Elmaleh, si je ne le frappe pas quand je suis énervée, alors quand je le frappe? Mais si je ne lève pas la voix quand je suis vénère, alors quand je lève la voix? C'est vrai, c'est un entraînement. Vous devez vous entraîner avec ça. C'est très, très important de s'entraîner quand on parle à ne pas crier, à ne pas lever la voix. Et c'est tout simple. Je vous donne un exemple de minutes. Si vous voulez dire à votre enfant de ne pas faire quelque chose, Shalom, ne fais pas ça, chérie. Shalom, arrête! Vous voyez la différence? Je lève la voix, ça vous met tout de suite les nerfs à fleur de peau, même si vous avez raison. Et l'autre, vous le dites gentiment. Quand on parle et quand on veut régler un conflit, on ne lève pas la voix. On fait attention au ton avec lequel on parle. Et des fois, c'est dur. Alors, vaut mieux attendre. Si on peut, vaut mieux attendre. Si on peut, vaut mieux attendre qu'on est un petit peu plus calmé. Parce que je sais, des fois, j'ai pas mangé, j'ai pas eu le temps de manger, les enfants ne vont pas arrêter toute la journée. J'ai par exemple mon fils autiste qui s'est énervé, il a tout cassé. Ou qui sait? Et là, mon mari m'appelle. Et le pauvre, en fait, c'est pas que je suis énervée contre lui, c'est que je suis énervée tout court. Ça tombe sur lui. Qu'est-ce que tu veux? Mais je peux aussi dire, qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux? J'ai levé ma voix, j'ai changé ma voix. L'intonation de la voix, elle a tué tout mon conflit. Donc, pour pas m'énerver, je fais attention comment je parle. Très important. Le ton, la voix, comment je parle. C'est marqué, d'ailleurs, je lisais ça dans je ne sais plus dans le Chassidout, quel sira, que chez les hommes, c'est plus courant d'élever la voix que chez la femme. Je sais, par exemple, moi, j'ai un mari israélien qui parle. Quand il parle, des fois, il parle fort. Mais il me dit, mais je crie pas. Je dis, mais si tu cries. Mais je crie pas, je te dis. Il crie pas, le pauvre. C'est juste comment ils ont été habitués à parler. Donc, c'est important aussi de travailler sur ça. Je sais que j'ai vraiment travaillé, des fois, quand je parle à mes enfants, de ne pas avoir un ton énervé, de lui dire, OK, viens, on en parle calmement. Même moi, je me calme quand je dis ça. Viens, on en parle calmement. Plutôt dire, OK, viens, on en parle tout de suite. Ça change tout, ça change tout. Donc, travaillez votre voix. Faites attention à votre voix. Au moins, soyez conscient de votre voix. Parce que sachez que la voix, ça déclenche des choses. Deuxièmement, validez le sentiment de la personne en face de vous. Très souvent, quand on est en conflit, la personne en face de vous, elle vous explique quelque chose, pas parce qu'elle a envie que vous lui trouviez une solution, mais parce qu'elle veut que vous la compreniez. C'est tout. Et des fois, on va te dire, mais tu comprends pas, j'en peux plus, je peux rien faire. Et tu vas lui dire, OK, tu sais mal t'organiser. Oh, faut pas dire ça à quelqu'un. La personne, elle est là, elle est en détresse, elle est en train de te pleurer qu'elle n'en peut plus. Elle n'arrive rien à faire avec ses enfants. C'est pas le moment de lui donner la leçon. Tu sais ce que tu lui dis? Tu lui dis, je suis tellement désolée. Je comprends, je vois que tu peux rien faire. C'est très dur. C'est pas simple d'éduquer des enfants. C'est vrai d'ailleurs. Mais
en 2 secondes, t'as enlevé le conflit. Ton mari, il vient, il s'énerve, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi vous jetez du manger? D'accord? Il est vénère. Si tu lui dis, ah, mais qu'est-ce que tu vas nous crier dessus? Je crois pas que ça aidera. Mais si tu lui dis, écoute, je comprends, t'aimes pas qu'on fasse baltachrit. Et une fois qu'il est calme et vous êtes calme, vous lui dites, regarde, chérie, comment t'es venue, comment t'as parlé, c'était pas sympa. Ça énerve tout le monde et ça va pas aider la situation. Viens qu'on parle, on réfléchit, comment on peut aider la situation. Encore une fois, des fois, on n'est pas capable de faire ça sur le moment, on est humain. Et là, on est humain. Moi, j'ai une amie que j'essaie d'aider en ce moment. Elle a des gros problèmes de couple parce qu'elle envoie des textes à son mari. Elle envoie 300, elle a compté parce que je lui ai fait compter, parce qu'elle ne comprenait pas quand son mari s'énervait qu'elle lui envoyait trop de textes. Donc je lui ai dit, viens, on compte les textes. Elle a compté. Elle avait envoyé 300 textes à son mari dans la journée. Et 300 hier. Et donc, je lui ai dit, écoute, maintenant qu'on sait combien tu as compté de textes, viens, on calme les textes, viens, on texte un peu moins. Alors, le premier jour, elle a réussi, le deuxième jour, elle a réussi. Le troisième jour, elle lui a envoyé 100 textes. Après, elle a pleuré, Sarah, j'ai pas réussi, j'ai envoyé 100 textes. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, rappelle-toi que tu es humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler dans les conflits. Des fois, on va réussir. Des fois, on va faire tout ce qu'il faut. Et des fois, on ne peut pas. On n'a pas assez mangé, on n'a pas assez dormi. On va savoir. C'est OK. C'est OK de se rappeler qu'on est humain. Mais si on se rappelle que nous sommes humains, ayez aussi de la compassion pour votre partenaire, qu'il est aussi humain. Donc, de la même manière que nous, on va se pardonner, entre guillemets, pardonnez-lui aussi à vous, des fois qu'il est humain et des fois, lui aussi peut faire des erreurs. Donc, vraiment important, ne pas lever la voix, attendre d'être calme pour parler. Valider le sentiment de la personne en face de vous. Répétez, là je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, répétez ce que la personne elle dit. Si votre mari vient, je sais pas, il dit pourquoi il y a tellement de bruit ou je sais pas. Tu voudrais qu'il y ait moins de bruit, c'est ça? Bon, même si tu as envie de lui dire toi aussi tu cries, tu fais du bruit. On s'en fout. Là maintenant, on parle comment on règle le problème. Et ça m'amène à mon prochain point qui est pour moi, le point essentiel pour régler un conflit, c'est le secret. C'est de se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment régler le conflit ou est-ce qu'en fait, on a vraiment envie de se disputer? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Des fois, on se concentre que sur le passé. On se concentre que sur les problèmes. Et on rabâche, et on rabâche, et on rabâche, et on rabâche, et on répète toujours la même chose. On lui répète ce qu'il nous a fait il y a 10 ans, et il y a 15 ans, et il y a 5 ans, et on le lâche pas. Et la personne dit, attends, mais j'ai changé, je suis pas la même personne. Ça fait 10 ans, qu'est-ce que tu me ressens les vieilles histoires? Mais ça, c'est vraiment important. Il faut être honnête avec soi-même. Est-ce qu'on veut se concentrer sur ce qui s'est passé ou est-ce qu'on veut se concentrer sur l'avenir? Pourquoi c'est important, ça? Parce que quand on est concentré sur le passé, on n'avance pas. Mon père, toujours, il me dit cette idée. Il me disait, pourquoi la femme de Lot, elle est devenue une statue? C'est vrai. Elle s'est retournée pour regarder Sodome et Amora qui est en train de se faire détruire et de brûler, etc. Et elle est devenue une statue. Pourquoi une statue? Si elle avait tellement mal agi, qu'elle meurt. Pourquoi elle est devenue une statue? Parce que quand on se tourne vers le passé, on est bloqué, on ne bouge plus. Quelqu'un qui est focalisé sur le passé, il n'avance pas. Il est en statue mode. Donc, ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'avenir. Si tu veux vraiment résoudre ton conflit actuel, tu dois travailler sur ta communication. C'est ça qui va emmener un futur plus harmonieux, plus positif. Si tu es que concentré sur le problème, et très souvent on est concentré. Je parlais à une amie avec sa belle-mère. Elle me disait, oui, mais ma belle-mère, elle m'a fait ça, ma mère, elle m'a fait ça. Mais à la fin, en fait, elle n'avait pas envie de s'arranger avec sa belle-mère. Elle voulait rester dans le conflit parce que ça l'arrangeait d'avoir le rôle de la victime et la belle-mère, elle avait le rôle de l'agresseur. Mais si tu as un peu de courage et tu es honnête avec toi-même, ben, tu dis, OK, il y a eu les problèmes qu'il y a eu avec ma belle-mère. Et comment j'avance maintenant? Comment je fais la paix avec ma belle-mère? Comment j'aime ma belle-mère? Comment on fait la paix? On peut toujours trouver un terrain d'entente quand même. Avec certaines personnes, peut-être pas. Mais avec la plupart des gens, oui. Donc, quand on montre, et ça, c'est un autre point, des fois, on a peur de montrer de l'empathie à la personne en face de nous. Des fois, on se dit que si on dit à son mari, je te comprends, ça veut dire qu'il va nous bouffer. Ça veut dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais c'est faux. De dire à son mari, je te comprends, c'est de lui montrer de l'empathie. C'est de lui montrer qu'on veut être là pour lui, qu'on comprend le problème. Ça ne veut pas dire que je te comprends, on a réglé le problème. Non, je comprends ton point de vue. Je comprends d'où tu viens. Je comprends ce que tu dis. Maintenant, est-ce que je peux t'expliquer le mien? Et après, est-ce qu'ensemble, on peut clarifier les points de vue et ensemble, on trouve une solution qui marche pour les deux?
C'est ça l'idée du conflit. Donc, ne pas être concentré sur le passé, sur le problème, être concentré sur la solution. Shift. Comment on dit un shift en français? On change complètement notre focus. Au lieu d'être focalisé sur ce qui m'a fait. Parce que je vous assure, les psychologues, c'est comme ça qu'ils sont hyper riches, beaucoup. Les psychiatres, en tout cas en Amérique, beaucoup d'eux, pas tout le monde, au Krachem, il y en a qui sont extraordinaires, mais beaucoup de psychologues, ils vont s'asseoir et ils vont écouter le coup parler de leurs problèmes, et ils rabâchent. Et t'es 1 heure, t'as payé $300 de l'heure, t'es 1 heure assis à répéter tout ce qu'il m'a fait, elle m'a fait. Tu peux t'asseoir comme ça pendant 10 heures de suite, tu peux que répéter tout ce que chacun t'a fait de mal. Tu n'avanceras pas. Il m'a fait ça de mal, elle m'a fait ça de mal. Maintenant, on a compris qu'est-ce qui dérange. Pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ça. Pourquoi on arrive à cette situation. On a compris le fond du problème. Comment on trouve une solution. Comment on règle ça. Le fond du problème, c'est quoi? Il me parle sans respect. Le fond du problème, c'est quoi? Elle me parle méchamment. Ok, alors toi, tu vas travailler pour lui parler avec respect. Toi, tu vas travailler pour lui parler méchamment. Je vous donne un exemple pour comprendre cette idée. C'est l'exemple de l'iceberg. C'est un Rav ici, Rav Eisenbach, qui m'avait expliqué ça. J'avais adoré cette idée. Il disait, un iceberg, c'est quoi? Un iceberg en français, c'est un gros bloc de glace. Ok, le Titanic, il en a chopé un comme ça, il a coulé d'ailleurs. Un couple, il coule. S'il couple, il tourne sur ça. Donc, on est arrivé dans un grand bloc de glace et le bateau, il est arrivé, boum, le bateau, il a cogné. Mais qu'est-ce que le bateau, il voit pas? C'est que le bloc de glace, il est peut-être comme ça au-dessus de l'eau, mais il est 3 fois plus long en dessous de l'eau. Les gens, ils se concentrent sur les problèmes. Ah, il m'a fait ça. Mais ce n'est pas le problème profond. La raison du problème, ce n'est pas qu'il t'a mal parlé. Pourquoi il t'a mal parlé? C'est ça la vraie raison. C'est qu'il manque de respect. C'est qu'il ne sait pas parler avec douceur. C'est qu'il y a 50 000 raisons. Il n'a pas vu son père parler avec respect. Donc viens, on va s'asseoir. On va lui apprendre à mieux parler. On va réaliser, parce qu'une fois qu'on réalise le problème, on a réglé 50% du problème. La solution, c'est reconnaître 50% du problème. Ça, c'est important. Donc, une fois qu'on fait ça, là, on avance. Et une chose qui est tellement importante aussi à expliquer, c'est très, très important, c'est que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. C'est un concept de Chassidut magnifique. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Quand je vais parler avec tout mon cœur à mon mari, avec mon but de régler la situation, pas de l'empirer, pas de la rendre horrible, mais de régler la situation. Quand je vais parler de manière sincère de ce que je ressens et de ce qui ne va pas, en général, ça finira par rentrer dans le cœur. Et je vois beaucoup de situations où l'homme, sur le moment, il a son ego qui prend le dessus et qui te dit « oui, mais quand même, mais Takles, il revient après, 1 heure après, 2 heures après, 1 jour après, ça rentre. » C'est pour ça que très souvent, on voit quoi? Très souvent, on voit que les couples, c'est sur le long terme qu'on réussit. C'est pas quelque chose qui réussit sur 1 jour, sur 2 jours. Des fois, on me dit, ouais, mais j'ai dit à Marie, il a recommencé. Bien sûr qu'il a recommencé. Parce que c'est tellement dur. La Gemara, elle explique que pour changer la nature d'une personne, mais c'est extraordinairement dur. Donc, il faut aussi prendre le temps que les choses changent. Donner ce temps, et tant qu'on ne va pas en s'empirant, tant qu'on va doucement. Et célébrer chaque amélioration. Célébrer chaque chose qui va mieux. Je vous donne un exemple. Moi, comme je vous ai dit, par exemple, un exemple personnel. Moi, j'adore quand tout est rangé, organisé. Bon, un jour, mon mari, il posait ses affaires et j'avais ses affaires qui traînaient sur un coin de la cuisine. Alors, je dis, ah non, ça c'est la cuisine, ça doit être bien organisé, ça doit être bien rangé. Enlève tes affaires. Bon, lui, il était busy, il rentre, il va au travail, il va à la choule. Il avait besoin de poser ses affaires. Vas-y, moi j'étais fatiguée. Une dispute bête pour poser ses affaires. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait attention, il a enlevé la moitié de ses affaires. Eh bien, j'ai pas été bête. J'ai fait attention. Il lui a envoyé un texte de l'appeler, dire merci beaucoup. J'ai vu que tu as fait un effort. Eh bien, à la fin, il a complètement enlevé ses affaires et trouvé un endroit où bien les ranger. Il les a enlevés de l'endroit qui me dérangeait. Bien sûr, c'est un petit exemple, bête, simple, mais c'est l'idée. Si, quand votre mari fait un effort, vous n'êtes jamais là pour lui dire bravo, vous n'êtes jamais là pour réaliser même qu'il a fait un effort, sachez qu'il ne fera plus l'effort. Une personne, elle veut faire mieux, elle veut faire plus quand on l'encourage. C'est tout simple. Donc, si vous faites attention d'encourager la personne en face de vous, si vous faites attention de la regarder avec une aïn tova, avec un bon œil, et vraiment de lui dire bravo quand quelque chose se transforme et change, même si ce n'est pas parfait comme vous voulez, mais c'est dans le bon chemin,
bien, sachez qu'avec votre couple, vous irez toujours de l'avant. Mais Bezrat Hashem, vous arriverez à complètement régler vos conflits. Je passe à la question qui suit. Quel est le rôle d'une épouse en 2022? Ben, d'après moi, 2022, 1980, 1900, 5748, dans toutes les années, le rôle d'une épouse, en fait, il n'a pas changé dans la Torah. Il est très clair. Une femme, elle est appelée Akeret Abayit, le pilier de la maison. Le pilier de la maison. Maintenant, être appelé le pilier de la maison, ça ne veut pas dire être la chefafa de la maison. Ça ne veut pas dire que tu es là pour changer les couches, laver la maison, vers le lana. C'est pas ça. Akeret Abayit. C'est elle qui tient la maison sur le pilier, elle s'écroule. Qu'est-ce que ça veut dire Akeret Abayit? La femme, elle a un job le plus important du monde. Et elle doit réaliser ça. C'est elle qui détermine en grande partie l'ambiance, le caractère et l'atmosphère de la maison. Le but d'une femme juive, c'est de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans la maison. C'est d'insuffler Yirat Shamayim chez ses enfants, chez son mari, et de leur insuffler la Emouna. Une femme est née avec une extra dose de Bina. C'est ça qu'elle doit insuffler. Ça, c'est son boulot. Maintenant, que la femme, elle aille travailler, que la femme, elle soit à la maison toute la journée, que quel que soit son boulot, ce qu'elle fait, c'est ça son job. Quand elle rentre à la maison, quand elle est avec ses enfants, quand elle est avec son mari, c'est elle qui est responsable de l'ambiance de la maison. C'est elle qui va faire Taharata Mishpacha, qui va aller au mikvé. C'est elle qui va être là pour encourager son mari pour aller prier à la choule. Pas dans le sens où on a expliqué plutôt à faire son rabbin. Non, mais dans le sens où lui dire qu'on est fier de lui quand il va prier. On est fier de lui quand il va étudier. Je sais que mon mari, au Hachem, il a pris sur lui plusieurs shiurim très importants. Et des fois, c'est dur pour moi parce que j'ai les enfants, j'ai besoin d'aide, etc. Et des fois, il est obligé de rester mêlé. Mais je sais que quand il part et il termine une masterchet, et il termine un kitsour, et il termine des sikhot, des mahamarim, un shiur qu'il organise, je dois lui dire que je suis fière de lui. Il doit le savoir. C'est pas quelque chose que je garde dans mon cœur. Je suis fière de mon mari, il faut que je le dise. Il faut que je sois verbal. Parce que quand tu le dis, quand tu le montres, la personne, elle est encouragée de faire plus. Il n'y a rien de plus beau pour un mari quand sa femme, elle lui donne des encouragements, elle lui montre qu'elle lui donne de la valeur. Quand un mari se sent valorisé, on l'a dans la main. C'est ça qu'un mari il a besoin, c'est ça qu'un mari veut. C'est important de faire sentir aussi, et ça c'est un autre rôle essentiel de la maman, de faire sentir à chacun, chaque enfant de la maison, qu'il est aimé et de ne pas le juger. Ça c'est tellement important. On vit dans une époque, il y a beaucoup de chutzpah, il y a beaucoup d'enfants qui partent du derrière, qui ne font plus Torah et mitzvot. Il y a beaucoup d'enfants ils ont perdu le goût d'être juifs, malheureusement. Je vois ça partout, partout. Et on ne peut pas les juger et mettre le doigt et dire c'est la faute au père, c'est la faute à la mère, c'est la faute à la sœur, c'est la faute à l'école. Hachem, il fait les choses comme il les fait. Nous, on doit être là pour ne pas juger, on doit être là pour donner de l'amour. Notre but, c'est ve'ahavta ve'reacha kamocha. C'est magnifique. C'est on donne notre amour et on aime son prochain comme soi-même. C'est pas juste de le dire dans le Teilat Hashem, on le dit tous les jours. Ve'ahavta ve'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre but, c'est pas d'aller être le rabbin de nos enfants, c'est pas d'aller être le rabbin du mari. Notre but, c'est d'être celle qui donne de l'amour, celle qui insuffle l'amour. Ça, c'est le but de la femme. Donner Yirat Shamayim, donner Hachem, la présence de Dieu, que les enfants, ils rentrent à la maison, ils sentent Hachem. Quand on fait quelque chose, on dit Baruch Hachem. Ouf. Il y a quelques jours, j'étais avec mon fils, mais vous allez rigoler, c'est peut-être un peu bête. À Universal Studios, ici, un parc d'animation. Et il voulait absolument rentrer dans une ride, il y avait une longue queue, etc. Finalement, il est arrivé à rentrer très vite, il est passé dans la queue, il est sorti, il m'a dit, maman, tu sais, j'ai demandé à Hachem qui m'aide à passer vite, et d'un seul coup, je suis passée très vite. Mais j'étais heureuse. Pourquoi? Parce que pour un enfant de 9 ans, de dire ça, c'est qu'il a tout compris. Tout vient de Dieu. Il a compris quand il a vu à la maison qu'on dit Baruch Hachem, tout vient de Dieu. Et donc, il a appliqué dans sa vie à lui. C'est ça qui était très, très important. Donc ça, c'est le but de la femme. N'allez pas vous casser la tête, n'allez pas vous casser les pieds. C'est quoi? Mon but, c'est ça. Mon but, c'est d'être la Akeret Abayit. Mon but, c'est d'emmener Akadosh Baruch Hu dans ma maison. Mon but, c'est d'emmener Yirat Shamayim.
Mon but, c'est de renforcer la mouna de mon mari, de mes enfants, de partager ma bina. Et mon but essentiel, c'est d'emmener la ahava, l'amour. Et rappelez-vous, ahava, l'amour, et ça marche pour le mari et pour les enfants et pour tout le monde autour de soi et pour la belle-mère aussi. Ahava, ça vient de have, de donner. Plus je donne et plus j'aime. Ne faites pas l'erreur de croire qu'on aime quand on nous donne. Non. Plus on donne et plus on aime. Et c'est ça le plus important. Une maman, c'est par son amour qu'elle va transmettre et donner à ses enfants. Maintenant, j'arrive à la question numéro 5. Comment une femme doit-elle se comporter quand elle est permise, donc quand elle n'est pas nida? Et je les ai combinées avec 2 autres questions. Je trouvais qu'elles allaient ensemble. Comment garder la flamme dans le couple et comment ne pas s'enfermer dans une routine? Ce sont des questions essentielles. Sachez déjà qu'on travaille le mieux dans son couple. On peut travailler et grandir son couple le mieux quand ça va bien. Quand on se dispute et qu'on se rabiboche, ok, on a réglé la dispute, mais on n'a pas travaillé sur le couple. Pour travailler sur son couple en profondeur et créer des liens qui vont pas se casser, des liens qui vont nous donner la force de tenir quand on va se disputer ou quand on va dépasser des moments difficiles, c'est de travailler maintenant. Je peux vous assurer que quand mon mari et moi, on est devant mon fils qui est autiste et par exemple, il va avoir une crise et se taper la tête et crier, etc. Ce qui nous tient, c'est d'être là l'un pour l'autre. C'est que quand Baruch Hashem, ça va, on se donne du courage l'un à l'autre, on se donne de l'amour. Et ce courage, cet amour, il nous tient pendant le moment difficile. C'est comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est très, très beau, que j'ai aussi appris du Rabbi Eisenbach. Il me disait, une femme, elle doit, et ça répond à la question comment garder la flamme, comment on doit se comporter, une femme, elle doit réchauffer la relation avec son mari toute la journée. C'est comme un jacuzzi. Vous n'allez pas penser à aller dans un jacuzzi et boum, sauter vraiment dans le jacuzzi. Pourquoi? Ça va être gelé. Vous allez devoir réchauffer le jacuzzi. Ça va prendre une demi-heure, 1 heure. Quand il est bien chaud, on va et on quitte. De la même manière. Si toute la journée, la femme, elle est busy avec les enfants, elle n'en peut plus, ou elle est busy avec son travail, ou quoi que ce soit que la femme, elle fasse. Et de l'autre côté, on a le mari. Problème de parnassa, travail, etc. Lui aussi busy. Et les deux, ils arrivent et ils se retrouvent en fin de la journée. Ils n'en peuvent plus, ils ont déjà les nerfs, ils sont fatigués. Il n'y a rien qui va se passer à part qu'on peut se disputer. Ça donne beaucoup plus de chances de se disputer. Alors que si pendant la journée, vous envoyez des petits textes amoureux à votre chéri. « Eh mon amour, comment ça se passe au travail? Eh mon chéri, je pense à toi. J'ai hâte de te voir ce soir. » Bon, je ne vais pas vous donner des conseils, mais il y a plein de petits textes, encore plus. On peut aller dans les textes et c'est important quand on est avec son mari et c'est une période où on n'est pas nida, justement, on est permise. Il faut y aller. Faut pas se retenir. C'est important d'être amoureuse, romantique, sensuelle avec son mari. C'est important. Un mari et une femme, ils ont besoin de ça. Et rappelez-vous que dans un couple et dans toutes sortes de relations, on n'a pas toujours les mêmes manières d'exprimer notre amour. Je vous explique. Pour certains, d'exprimer l'amour, c'est de toucher la personne. Donc, quand on touche, on l'enlace, la personne, elle se sent aimée. Pour d'autres, c'est de recevoir des cadeaux. Quand une personne va recevoir des cadeaux, elle se sent aimée. Pour une autre, ça va être la parole. Quand on lui parle gentiment, romantiquement, elle se sent aimée. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Il y en a que c'est des objets, il y en a que c'est des touchés, etc. Important de prendre le temps dans votre relation, de comprendre ce que votre partenaire, il aime et à quoi il répond. Parce que des fois, je connais un couple, le mari, il fait que donner des cadeaux à sa femme. Mais je vous assure, elle ne se sent pas aimée. Mais une autre femme qui recevrait tous les cadeaux qu'elle reçoit, mais oubliez, elle serait au top du top. C'est pas possible. Donc, pourquoi? Parce que son langage à elle, c'est pas les cadeaux. Son langage à elle, c'est les attentions. Son langage à elle, c'est que son mari il soit là quand elle a besoin de lui. C'est qu'il lui montre des efforts, qu'il garde les gosses. C'est ça qui lui montre son amour. Une autre, elle reçoit ça de son mari, mais le langage à elle, c'est de recevoir des cadeaux. Donc, son mari, il ferait mieux de lui offrir des petits cadeaux, une petite fleur, etc. Des petites choses, pas besoin de faire cher. Mais l'important, c'est de connaître c'est quoi le langage d'amour de l'autre personne. Très, très important. Connaître son langage d'amour. Donc, une fois qu'on a connu son langage d'amour, on fait ça, que toute la journée, on va parler, on va garder, maintenant, pas les 200 textes que ma copine elle envoie à son mari, bien sûr, hein,
Mais un petit texte toutes les quelques heures, ou 2-3 textes par jour, juste pour lui dire je t'adore, je t'aime, je t'ai langui, hâte de te voir ce soir. Un petit mot, ou encore une fois, aller plus dans le romantisme, dans le sensuel. Et si vous êtes permise, go for it. C'est important de chauffer son mari, de le réchauffer. C'est important que quand il rentre à la maison, il a envie de voir sa femme. C'est très important. Donc, le langage d'amour, savoir c'est quoi son langage d'amour et l'utiliser. Parler avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Envoyer des textes, envoyer des petits mots, envoyer téléphoner, si la personne elle peut répondre au téléphone 1 fois par jour. Lui faire des petites idées comme ça pour montrer à l'autre qu'on est là, qu'on l'attend, qu'on la languit. Bien sûr, prendre du temps amoureux. Prendre du temps amoureux, sortir ensemble, aller en date, comme on dit ici, sortir. Il y en a qui aiment le resto, il y en a qui aiment aller voir un film, il y en a qui aiment aller marcher, il y en a qui aiment lire un livre ensemble, il y en a qui aiment faire de la patinoire, du bowling, jeter des haches, je ne sais pas. Ce que vous avez envie, il n'y a pas de règle, c'est ce que vous aimez. Mais l'important, la seule règle, c'est on est ensemble, on met le téléphone de côté, on répond que à la babysitter, si on a des gosses, et on se donne l'un à l'autre. C'est ça la plus grande règle. Variez les thèmes, variez les moments, mais prenez du temps pour vous. Et c'est comme ça qu'on ne s'enferme pas dans une routine. C'est comme ça qu'on garde la flamme. Des fois, je vous assure, mon mari, des fois j'essaie de changer, je vois des recettes sur Insta, sur machin, j'essaie de faire une recette super originale. Marie me dit, bon, c'était sympa, mais franchement, moi je préfère le couscous boulette, quoi. Je lui ai dit, mais quoi, toutes les semaines? Il me dit, moi je préfère, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des gens pour qui ils aiment faire les mêmes choses. Il y a des gens qui aiment changer. Comment on fait? On s'adapte, on écoute, on apprend c'est quoi le langage d'amour de l'autre et on fait ça. Il y a aussi un livre, des livres très sympathiques qui donnent des idées d'activités de couple. Par exemple, on va peindre ensemble, on va écrire chacun un poème à l'autre. Après, il y en a qui sont plus romantiques, il y en a qui, le mari va dire, non, t'es rêve, moi je t'écris pas un poème. Chacun comme il est. Mais trouvez ce qui vous connecte, sortez ensemble et bien sûr, ça va vice-versa. C'est pas que l'homme et c'est pas que la femme qui doit connaître son homme. L'homme, il doit connaître la femme. Donc, une des choses que vous pouvez faire pendant date night, c'est décrivez-vous chacun, parlez-vous, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Rappelez-vous quand vous vous êtes rencontrés, rappelez-vous quand vous étiez super amoureux. Prenez le moment. Et il y en a qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas l'argent d'aller au restaurant, le budget, il est dur en ce moment, machin, j'habite en Israël. Bien sûr, je comprends. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant. J'ai lu une fois cette histoire, je crois que c'était de Esther Crispy, si je dis pas de bêtises. Et elle écrivait qu'elle n'avait pas de fric avec son mari, il leur restait $5. Mais chaque fois, ils voulaient aller, ils avaient pris un moment chaque semaine, c'était on montait sans qu'on n'enlevait pas le moment dans notre couple. Donc, ils ont quand même décidé. La voisine, elle leur a envoyé leur fille pour garder les enfants gratuitement, elle lui a fait recette. Et elle et son mari sont sortis. Ils avaient que $5 en poche. Ils sont passés près d'une pizzeria. Et il y avait 2 parts pour $5. Et bien, ils sont rentrés. Ils se sont achetés 2 parts de pizza. Ils se sont assis sur le banc. Ils ont parlé, assis à côté de l'autre. Ils ont mangé. Elle a dit c'était la pizza avec le meilleur goût de ma vie. Le meilleur goût de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils ont fait ensemble. C'était un moment. C'était quelque chose qu'on a partagé. Ça n'a pas besoin d'être très, très cher, mais ça a besoin d'être fréquent. Et ça a besoin d'être intense et honnête. Et ça a besoin qu'on se redécouvre. Tout le temps, on se renouvelle. Tout le temps. Je peux vous assurer que tout le temps, avec mon mari, on peut trouver des choses de quoi parler. Et des fois, on n'a pas envie de parler. C'est OK, on est fatigué. Des fois, je dis, j'ai juste 5 minutes de calme. On met la musique. Et là, on met la musique. Une fois, on a pris la babysitter, on est parti en voiture. On a tourné en voiture, même âge, avec la musique. Et ça nous a relaxé. On a chacun, à chaque moment. C'est comme ça qu'on fait que la routine, elle ne meurt pas. C'est quand tout le temps, on fait un effort. Et ça, je voudrais terminer sur cette idée. On ne se marie pas et on attend que tout va aller bien. Le mariage, c'est du travail. Mais c'est un travail qui en vaut la peine. Parce que les résultats qu'on va avoir, c'est éternel, c'est pour la vie. On crée une relation éternelle. Il n'y a pas. C'est quelque chose qui nous donne de la force, qui nous propulse. Quand on a un bon mariage, ça nous donne la base, le fondamental du couple. Donc ça, c'est vraiment important. J'espère que ça a répondu aux questions, que ça a aidé. Et maintenant, on va répondre à la question opposée à ça. Comment être motivé à mieux respecter les interdits pendant la période de Nida? Donc ça, c'est l'inverse. Maintenant, je suis Nida, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec mon mari? Et comment je fais en sorte de ne pas
avoir de relations, parce que j'imagine que c'est ça aussi la question, qui est très importante. Donc, déjà de se rappeler que quand on fait ça pour Akadosh Baruch Hu. De ne pas essayer de mettre 3 heures de logique déjà dedans. C'est comme l'idée des 10 commandements. Je vous expliquais ça avec l'idée des 10 commandements. On pose la question dans la Chassidut, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 commandements? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ça veut dire quoi? Tout le temps, on ne sait pas qu'il ne faut pas tuer, on ne sait pas qu'il ne faut pas voler. Bien sûr que l'on sait. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir la Seret Adibérot sérieusement? Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que même pendant le moment où je vais être très énervée et je vais être au-delà de moi et je peux arriver à un moment où je peux tuer quelqu'un, je me rappelle que j'ai Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de moi et qui m'a dit stop, non, tu ne tueras pas. Je ne tue pas parce que c'est logique pour moi de ne pas tuer. Je ne tue pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de ne pas tuer. De la même manière, je vais vous donner plein de raisons pourquoi la nida c'est essentiel au couple. Mais la première raison, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a dit. Et Hachem, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Ça, c'est la première raison essentielle. Donc, se la rappeler, se le répéter tout le temps. On fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, bien sûr, une raison simple, logique, ça garde le chaud dans le couple. Je lisais ça encore hier, un article. Je ne sais même pas pourquoi, je pense qu'ils ont dû... Google a dû voir que je suis en train de préparer un cours sur la Nida. Et ils m'ont envoyé cet article. Je ne sais même pas, ne me demandez pas qui était l'acteur, comment. Cet acteur qui disait qu'avec sa femme, il dormait 1 semaine par mois dans des lits séparés. Moi, j'ai rigolé. J'ai dit, attends, où il a copié ça, celui-là? Chez nous. Pourquoi? Parce que quand on est séparés, eh bien, on a envie de se retrouver. Donc, quand on est séparés, on travaille sur la relation pour se retrouver. Si on est habitué tout le temps à se rabibocher sur l'oreiller, là, on va devoir se rabibocher avec la parole. Donc, on va travailler profondément sur notre couple. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est une des raisons de la Samara. Une des raisons de la Nida, c'est quoi? C'est justement d'avoir on va se languir, ce languissement. On se languit l'un avec l'autre. On a envie de se retrouver. Quand tu manges du chocolat tout le temps, je me rappelle que moi, j'adore toujours le Adam Hout. Maintenant, la boutarde. À Los Angeles, il n'y en avait pas pendant des années en arrière. J'allais en France il y a quelques années, je dis à ma mère, maman, je t'en supplie, achète-moi une boutarde. S'il te plaît, achète-moi une boutarde, j'arrive, je la dévore. Bien sûr, ma mère, que Dieu la garde, tellement généreuse, je suis arrivée, il y avait 3 boutardes, pas une. J'ai dit, allez, yallah, je vais faire un délire. J'ai enlevé la cire, j'ai croqué dedans. J'étais écœurée. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce que quand elle est coupée fine, quand elle est coupée comme ça, là, je la kiffe. Quand j'avais trop, ça m'a enlevé l'envie. Important. La nida, c'est quoi? C'est pour que l'homme, il ait toujours envie de sa femme. Et que la femme ait toujours envie de son mari. Parce qu'attention, ça va dans les deux sens, les besoins. Donc, pour que l'un, il ait envie de l'autre et que l'autre, il ait envie de l'un, ça marche comme ça. Quand tu n'as pas tout le temps quelque chose, tu en as envie. Combien de fois, il y a des gens, pendant toute une journée, ils ne vont pas manger. Pour n'importe quelle raison. Mais arrive Yom Kippour, et ils vont crever de faim. Toute la journée, à quoi ils vont penser? Ils vont obséder à manger. De la même manière, quand on te dit tu ne peux pas toucher ton mari, et le mari, tu ne peux pas toucher ta femme, à ce moment-là, je vous assure que le mari, il est chaud. Il est comme un ouf pour sa femme. Et vice-versa. Parce qu'on ne peut pas. On t'a dit tu ne peux pas. Rien que ça te donne envie. Donc, pour garder la flamme dans le couple, et s'en rappeler, pour pas qu'on se lasse l'un de l'autre, ça donne envie. Une autre idée, c'est l'idée inverse. C'est pour qu'on apprenne le self-control, de se contrôler. Si un mec ne peut pas se retenir de toucher sa propre femme, alors quoi? Déjà, un jour, il a envie de toucher une femme au travail, il va aller la toucher? Non. Quand tu travailles sur toi, de faire attention, Shmirat Enaim, à ce que tu regardes et comment tu te comportes, alors sache qu'après, ta femme, elle sera encore plus précieuse pour toi. Et vice-versa. Donc maintenant, au niveau pratique, je dirais aussi d'éviter les mots et les gestes qui sont trop sensuels. Parce que ça va donner envie. Donc, essayez de se retenir un maximum, de ne pas se chauffer les uns les autres, parce qu'on doit se donner envie, c'est trop dur. Aussi, garder la communication ouverte. Trouver des autres moyens de communiquer, de connecter avec l'autre sans se toucher. Ça ne veut pas dire, parce que très souvent, je vois dans des couples, pendant la nida, on déconnecte complètement. Non, je dirais pas du tout. Ne déconnecte pas.
assis-toi, parle avec ton mari. Fais des choses qui vont te connecter, mais d'une autre manière, sans passer par la sensualité. Et ça, c'est important, parce que ça va te donner vraiment une armure et des forces pour toute la vie, Bezrat Hashem. Et pas seulement dans ta relation, mais envers d'autres couples, et envers d'autres hommes, d'autres femmes. Maintenant, j'arrive à une autre question qui m'a fait beaucoup de peine quand j'ai lu, parce que j'imagine que c'est pas simple de vivre ça. C'est comment ne plus faire de la grossesse une obsession. Donc, j'imagine que c'est une femme qui nous a envoyé cette question, qui passe par un moment de fertilité ou d'infertilité, et c'est tellement difficile d'avoir ça. Que c'est beaucoup de femmes qui me disaient, tu sais, Sarah, comment c'est difficile, parce que je vois d'autres femmes qui ont des enfants, et moi, je ne peux pas avoir des enfants encore. Et se rappeler que, bien sûr, c'est pas qu'elles sont jalouses ou quoi que ce soit, c'est que ça fait mal au cœur. Une personne qui n'arrive pas à marier sa fille et qui voit d'autres personnes marier leur fille, elle ne va pas être jalouse, elle est heureuse pour les autres. Mais ça fait mal au cœur pour sa propre enfant. Une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant et tomber encore enceinte, et elle voit d'autres personnes tomber enceintes, ça lui donne encore plus envie. Si vous voulez, ça lui rappelle encore plus qu'elle n'a pas, tout simplement. Donc, comment faire pour pas que ça devienne une obsession? Plusieurs idées j'aimerais donner à cette personne. Déjà, il faut travailler sa émouna. Et travailler sa émouna, c'est comme travailler un muscle. C'est quelque chose qui se fait chaque instant. C'est pas une fois j'ai émouna et c'est fini. C'est tous les jours, je dois me rappeler Anima Amin Be'emouna Shlema. Je crois avec une émouna complète. Dieu, je te fais confiance. En anglais, on dit surrender. Ça veut dire se donner complètement à Hachem. Ne pas essayer d'être en contrôle. Se dire à Hachem, tout est dans tes mains, Hachem. Je mets tout dans tes mains. C'est pas moi qui contrôle, je contrôle rien. C'est toi, Dieu, qui contrôle tout. Quand j'enlève ce contrôle, déjà, ça apaise un peu. Parce que tant que je pense, et j'ai cette idée fausse, que tout est dans mon contrôle, je suis frustrée, je suis énervée, j'essaie de réussir. Mais quand je réalise que c'est pas dans mon contrôle, alors déjà, ça donne un apaisement, un certain calme. Et je fais confiance plus à Hachem. Autre chose qui est important, c'est de faire la gratitude. Tous les jours, au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, se concentrer sur ce qu'on a. Merci Hachem, tu m'as donné un mari. Merci Hachem, j'ai des parents en bonne santé. Merci Hachem, j'ai un travail. Se concentrer, trouver de la gratitude. Il y a ce livre qui a été écrit par le rabbin Harouche qui dit, j'ai oublié son nom en hébreu, mais ça disait en gros, je dis merci et je suis exaucé. Plus tu dis merci à Hachem, et plus Hachem il t'envoie des brachot. Imaginez un enfant, plus il est là, il dit merci à ses parents, et plus tu as envie de lui donner. Un goth qui dit pas assez merci, franchement, perso, moi j'ai pas envie de trop lui donner. C'est important quand on nous dit merci. Vraiment, vraiment important. Accepter ces sentiments serait un autre point essentiel. Il y a des femmes, malheureusement, elles enfouissent leurs sentiments. Ou on leur dit, mais allez, sois heureuse. La femme, elle est là en train de pleurer parce qu'elle n'a pas de gosse. Et l'autre en face d'elle lui dit, allez, petit bras, Hachem, il va t'aider, ça va aller. Il y a des moments pour dire ça, et on va y arriver dans une minute. Mais il y a des moments où on a le droit d'être triste. On a le droit d'être triste, qu'on n'a pas ce qu'on a besoin dans la vie, ou qu'on n'a pas ce qu'on veut. C'est OK. C'est OK. On peut se dire haut et fort, OK, Sarah, je me donne maintenant la permission d'être triste pendant 5 minutes. Parce que c'est dur ce que je vis. OK. C'est OK. C'est pas grave. On est humain. C'est toi. Donne-toi de l'amour. Maintenant, ne laisse pas ça dominer ta vie. Ça, non. Mais prends le temps d'accepter le sentiment et d'être OK de ressentir ce sentiment. Arrête de te sentir coupable. C'est fini la culpabilité, on la met à la porte. Ça, c'est important. Remercie Hachem pour ce qu'il te donne. Donne le contrôle à Hachem et enfin, concentre-toi sur un projet. Trouve quelque chose qui va t'enlever ton obsession. Il y a cette idée-là que quand ta tête elle est occupée, elle ne peut pas penser à autre chose. Donc, occupe-toi tes journées et automatiquement, tu n'auras pas assez de temps pour obséder sur ça. Et enfin, je voudrais partager l'histoire qui est arrivée à ma maman, la Rabbani Lariani. Quand elle habitait New York, Brooklyn, au tout début du mariage, elle a eu une fausse couche. Et elle a déjà raconté cette histoire, mais je la trouve magnifique, elle répond vraiment à la question. Et elle n'arrivait pas à elle retombait enceinte pendant quelques mois. Elle était vraiment stressée, vraiment triste, etc. À un moment, elle a dit à mon père, elle qui recevait tellement, elle a dû voir personne, je veux écouter personne.
Mon père, il a eu très peur et ils ont envoyé un mot chez Rabbi. Le Rabbi, il a répondu quoi? Simcha poretzet geder. Simcha poretzet geder. La joie repousse toutes les barrières. C'est quand tu vas être joyeuse, quand tu vas ajouter de la simcha dans ta vie, trouver des raisons pour être joyeuse, que Hachem va t'envoyer toutes les brachot. Essaye ça. C'est ça que j'ai envie de dire à cette personne. Et la même année, ma maman, elle est tombée enceinte de ma sœur aînée, Baruch Hashem, Esther qui est shlucha à San Diego. Donc, on voit ici que quand tu ajoutes la joie, tu dis à Hachem, je connais combien de femmes, elles ont déjà acheté, par exemple, la layette pour le bébé. Ou des femmes qui n'arrivaient pas à se marier, elles ont déjà acheté leur robe de fiançailles. Quand tu montres à Hachem que tu as une mouna, et quand tu ajoutes la simcha dans ta vie, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer Bezrat Hachem très très vite, je te souhaite, à Yeshua, et que toutes celles qui ont besoin d'enfants, Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha et zera kayam. On arrive à une autre question. Mon mari fume, et cela me dérange énormément. Je lui en ai parlé, mais ça ne change pas. Je vais te dire, je voudrais te répondre, je ne suis pas surprise. Je n'ai pas encore connu un mari, ou dirais-je, même un adolescent, qui change quand on lui critique ou quand on lui dit arrête, qu'est-ce que tu fais, arrête. Ah, je suis désolée, parce que c'est dur, hein, mais ça ne change pas. Dire à quelqu'un d'arrêter, ça marche jamais. Très, très rarement peut-être, mais ça marche jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas me dire, ok, tu vois, tu me déprimes là. Se demander toute la journée quand c'est que mon mari va s'améliorer, quand c'est, etc. Je veux dire, commencez par penser à vous, il faut penser à soi, comment nous on va s'améliorer. Il n'y a que ça qui marche, mais sérieusement. Répéter à une personne de changer non-stop, ça ne fera pas changer le comportement. Au contraire, ça va lui donner encore plus envie de continuer. Déjà, sachez ce qui ne marche pas. Maintenant, venez, on se concentre sur ce qui marche. Lui parler avec calme et amour. Comment je peux faire quand je vois que mon mari fait quelque chose que j'ai envie qu'il change? Et je lui dis, et ça m'énerve, et je le vois, je pense que à ça. Comment je peux faire pour changer ça? Déjà, il faut que je m'entraîne à moi. Le Baal Shem Tov, il apprend ça. De voir les qualités de mon mari plus que ses défauts. Je vous donne un exemple. Il y a la tefila de Areni Mekabel qui est suivie de Matobu à Alecha. Areni Mekabel, Alay Mizatase Shel Ve'afer Eracha Kamocha. Je prends sur moi d'aimer mon prochain comme soi-même. C'est suivi de quelle tefila? Matobu. Qui a fait Matobu? C'était l'histoire de Bilam, etc. Ce sorcier, qu'il est venu et il a vu que les tantes juives, elles n'étaient pas une en face de l'autre. Elles étaient une là et une là. Une là, une là. Pas une en face. Pourquoi? Il a compris qu'il y avait le privé, etc. Qu'on ne regardait pas ce qui se passait chez l'autre. C'est pas une bonne chose de se focaliser sur ce qui ne va pas chez la personne en face de moi. Pourquoi? Parce que je vais obséder sur ça et je ne vais pas réussir à m'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est me focaliser sur ses qualités. Quand je vais dire oui, c'est vrai qu'il fume, mais moi je l'aime pour ça, ça, ça et ça. La personne en face, elle va ressentir au bout d'un moment qu'on l'aime pour ses qualités. Automatiquement, d'elle-même, elle voudra doucement commencer à changer son défaut. Mais si elle voit que vous voyez que son défaut et on le ressent ça tout de suite, elle ne essaiera même pas de transformer ses qualités. J'ai lu cette histoire, mais magnifique, quand je préparais ce shiur. Cette histoire de Mendel Futterfass. Quand il était, c'était un grand chassid qui a été envoyé en Sibérie. Quand il était donc en Sibérie, il a dit que quand ils étaient en Sibérie, quand ils étaient avec des bandits, avec des voleurs, c'était pas que des Chabad ou Bavis qui étaient en Sibérie, hein. Il y avait toutes sortes de personnes. Et il dit que tout le monde joue aux cartes. Mais jouer aux cartes, c'était interdit. C'est interdit. Au goulag, on n'avait pas le droit de jouer aux cartes. Et pourtant, à chaque fois que les gardes y venaient, jamais ils attrapaient ceux qui jouent aux cartes. Alors un jour, Rabben El-Funterfas, il est parti, il a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il est parti voir les voleurs. Qu'à chaque fois que vous jouez aux cartes, et le garde il vient, il ne trouve pas les cartes. Où vous mettez les cartes? Il a dit, parce qu'on met les cartes dans l'endroit où jamais le garde il chercherait. Il a dit, où vous les mettez? On les met dans la poche du garde. Le garde, il est tellement obsédé et occupé à chercher chez nous que nous, on met chez lui. Des fois, on est tellement obsédé et occupé, Rav Mendel Futterfas, il explique, à chercher les défauts chez l'autre,
qu'on oublie de regarder chez nous. Je trouvais ça magnifique. Quand on commence à se regarder ce que nous devons nous transformer, on a plus de compassion, on a plus de patience avec nous-mêmes. Automatiquement, on va appliquer ça à notre conjoint. C'est tout simple. Quand on va se rappeler que tout ce qui ne va pas chez l'autre, chaque attribut négatif, et nous dit, la Khatib nous explique, ça peut être transformé en attribut positif. C'est un exemple. Quelqu'un, il est passionné, trop passionné. Mais il peut être passionné aussi quand il fait cette fille-là. On peut tout transformer, la passion, tout, dans la Gdusha. Donc, quand on arrive à voir la personne différemment, la personne, elle se voit elle-même différemment. Et c'est comme ça qu'elle va se transformer et changer. Et ça ne marche aussi que quand on a une relation saine. C'est quoi une relation saine? C'est quand on fait un maximum de compliments à la personne en face de nous et un minimum de critiques. Si du matin au soir, je dis à mon mari tout ce qui ne va pas, le jour où je vais vouloir qu'il arrête de fumer ou de faire quelque chose, il ne m'écoutera jamais. Parce que tout ce qu'il entend, c'est « ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Et la traduction dans sa tête, c'est « t'es nul, t'es nul, t'es nul, tu fais pas, t'es nul, tu fais pas, t'es nul, tu fais pas ». Même si ce n'est pas ça ce qu'on dit, c'est ça que lui, il entend. Donc, ce qui est important, c'est si on veut que la personne elle se transforme, c'est aussi de faire beaucoup de compliments, de travailler sur soi, de faire un maximum de compliments. Parce que quand on fait beaucoup de compliments à quelqu'un, quand on lui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à longueur de journée, à la fin, il va vouloir nous faire plaisir quand on lui dira quelque chose qui nous dérange. Mais si tout ce qu'il entend, c'est ce qui nous dérange, ou en majorité, c'est ce qui nous dérange, oubliez qu'il vous écoutera quand vous lui demandez de changer quelque chose de négatif. Tout ça, c'est vraiment important. Et donc, pour cela, je terminerai avec cette idée de s'entraîner à parler positif. Ça veut dire quoi parler positif? Je disais un magazine cette semaine, Family. Il y avait une psychologue qui s'appelle Sarah Hannah Radcliffe. Et elle parlait de ça. Elle disait quelque chose de magnifique. Elle dit, on ne se rend pas compte, les maris, les femmes, mais très souvent, on se parle super négativement. Et en fait, avant de commencer la discussion, on a déjà tué la discussion. Et qu'est-ce qu'elle donnait comme exemple? Elle disait, par exemple, on va donner un exemple simple. Une femme qui demande à son mari s'il a payé les taxes. D'accord? Mais Nachem, t'as payé les taxes parce qu'on est toujours en retard. Elle dit ça, vous venez de parler négatif. Pourquoi? Vous l'avez écrit dessus, entre guillemets, et il a entendu, tu es toujours en retard. Voilà, c'est le seul truc qu'il a entendu de toute la discussion. Maintenant, imaginez, vous lui dites la même chose, mais au lieu de parler négatif, vous allez parler positif. Chérie, mon amour, je crois que c'est bientôt la limite, non? Pour la date des taxes, on est bon, ça va, tu as besoin d'aide, tu as besoin que je t'aide, des documents, quelque chose? On a dit la même chose, on l'a dit positif. Et ça marche avec nos enfants, ça marche avec nos parents, ça marche avec nos copines. Des fois, je vois des fois des papas qui disent à leur gosse, t'as pas fait ça. Et déjà dans la question, il lui a dit, tu l'as pas fait. Des fois, on dit à mon mari, mais au mari, on dit, mais t'as changé le sac poubelle? Tu l'as pas fait, ouais. Tu l'as pas posé la question, tu l'as dit, tu l'as pas fait, arrête. Parle positif. Parle positif. Ça veut dire quoi? Tu vas lui dire, par exemple, dans cet exemple, mon enfant, est-ce que tu as déjà fait cette fille-là, mon cœur? Ou tu n'as pas fait cette fille-là? Tiens, parlez négatif, parlez positif. Donc, faites une pause. La prochaine fois que vous parlez, faites attention comment vous le dites. Est-ce que vous allez le dire de manière positive ou négative? Très, très important de faire attention comment on parle. Transformez comment vous parlez. Vous allez tout avoir Hachem dans vos mains. Et votre mari, au lieu de lui dire, encore tu fumes, ou j'en ai marre que tu fumes, ou c'est horrible de fumer, ou ça va te tuer. Pensez comment vous allez pouvoir lui dire la même chose, mais positivement. Positivement. Tu sais, mon amour, j'ai trop envie de vivre toute ma vie avec toi, pour l'éternité. Tu es mes yeux. Tu es mes yeux. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te saoule pour la cigarette. Parce que la cigarette, c'est l'inverse de ça. Mais moi, je t'adore, moi. Moi, j'ai envie que tu sois avec moi toute ma vie. Je peux t'aider avec cette cigarette. Tu me dis, je t'aide, mon cœur. Si moi aussi, je peux enlever quelque chose, on fait aller un deal, on fait un challenge. Toi, t'enlèves, moi, j'enlève. Viens là. Je t'aime. On verra comment ça donne, les résultats, avec tous les conseils qu'on vient de donner. Et enfin, la dernière question pour aujourd'hui. Comment gérer l'arrivée d'un bébé au sein du couple? Comment rester une femme et pas qu'une maman et laisser la place au papa? J'ai adoré parce que la personne qui a posé la question, en fait, elle a déjà donné la réponse. Se rappeler qu'on a une femme. Comment on a un bébé
Et d'un seul coup, on doit l'allaiter ou lui donner le biberon, on doit donner à manger au bébé tout le temps, on doit lui changer la couche, on ne doit pas dormir, on doit nanana. Notre vie, on est omnibulé par ce bébé. On ne pense à rien d'autre, on ne voit rien d'autre. On oublie tout. Tout ce qu'on a dans la tête, c'est le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Et le mari se met de côté. Et en plus, quand une femme elle accouche, elle est nida. Donc, il n'y a pas de relation physique, il n'y a rien. À ce moment-là, on est complètement, pendant un moment, déconnectés l'un de l'autre. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas oublier son mari, mes amis. De ne pas oublier que le mari, il existe encore, même avec le bébé. Alors, plusieurs choses. Un, faire participer le papa. Faire lui participer au maximum. Au lieu qu'il pense que c'est la maman et le bébé contre lui, entre guillemets, non, lui aussi. Alors qu'ils prennent le bébé dans les bras pour lui faire l'euro, qu'ils lui donnent à manger, qu'ils lui, si vous allaitez, vous pouvez tirer le lait, mettre dans un biberon, il peut faire un repas une nuit. Ou si le papa il travaille dur dans la journée, il peut faire un repas dans la journée quand il rentre du travail, objet la nuit, changer la couche du bébé, le balader en poussette 5 minutes. Faites participer le papa. Il y a beaucoup de femmes qui font l'erreur qu'elles sont là sur le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Mais non, c'est pas grave. Si la belle-mère, la maman, ils veulent aider, donnez-leur 1 heure votre bébé. Allez faire un bain. Soyez rafraîchis, prenez soin de vous. Parce que quand on prend soin de soi, tout de suite, quand on prend soin de soi, automatiquement, on est de meilleure humeur. Si on ne prend pas soin de soi, on manque de sommeil, on manque de manger, on manque de temps pour soi, ça nous met sur les nerfs, on ne va pas être bien. Donc, vraiment important, très, très important, prenez du temps pour vous. Profitez si vous avez de l'aide, d'une maman, etc. J'ai vu quelque chose, j'ai passé sur Facebook un truc magnifique, une maman, je crois qu'elle est à Jérusalem, elle a proposé de s'occuper du bébé 1 à 2 heures pour que la maman, elle dorme, elle mange, je ne sais plus quoi, mais je trouvais ça tellement beau qu'elle s'adéquate. C'est magnifique, c'est magnifique. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, faites-le. Ne vous angoissez pas, le bébé, il sera OK. Il survivra très, très bien. Dans la nuit des temps, il y avait des nourrices. 1 heure, ça ne va rien changer. Très important. Donc, vraiment important de prendre du temps pour son mari. Dès qu'on peut aller au mikvé, allez au mikvé et ajouter le toucher, ajouter le sensuel. Et des fois, on est crevé, on n'a pas envie. Et même, il y a une baisse d'hormones, un changement hormonal. Donc, une baisse de libido après l'accouchement. Mais parler avec sa psychologue, parler avec des personnes qui sont spécialisées, etc., qui peuvent vous aider, comme Sophie Nataf, par exemple. Il y a des personnes qui sont ça s'appelle, je crois, conseiller sexuel, si je ne dis pas de bêtises, mais des personnes qui peuvent vous aider à retrouver cette passion, pour certaines plantes, certaines choses qui vont réveiller en vous ce désir, et des fois aussi juste le faire, parce que quand on fait, c'est là que ça vient. Donc vraiment important d'apprendre à souffler, de prendre du temps avec son mari, de donner, accepter l'aide des autres, faire participer le papa, ne pas oublier qu'on est des femmes avant tout, avant d'être une maman, et enfin de prendre soin de soi. Parce que quand on prend soin de soi, on sera de meilleure humeur, on sera plus reposé. Laissez la vaisselle, laissez le ménage et allez dormir. Quand votre bébé il dort, allez dormir. Je me rappelle, on m'avait donné ce conseil pour les premiers bébés, même pas en rêve, j'ai écouté ça. Quand j'ai finalement écouté ça, j'ai revécu. J'ai revécu. C'est vraiment, vraiment important de faire toutes ces petites choses-là. Et ça qui va vous aider à garder votre couple, même après un enfant, même après une période difficile, que Kadosh Baruch Hu, il aide chacun. Je vais aller très rapidement dans le chat parce qu'on doit bientôt terminer, voir s'il y a quelques questions. Alors, comment avoir confiance en son mari quand il a fait déjà plusieurs erreurs et comment le croire? Alors, bonne question. Je ne sais pas de quelles erreurs on parle. Il y a des erreurs qui sont peut-être impardonnables et ça, c'est chacune pour soi. Moi, par exemple, tromper, frapper, des choses que pour moi sont impardonnables, mais pour une autre femme, peut-être pas. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Il y a des femmes qui se disent on va pardonner, on va redonner confiance, etc. Et à la fin, elles gardent le ressentiment à l'intérieur d'elles-mêmes et donc elles vont le faire payer au mari. Et donc, ce genre de pardon ne marche jamais. Être capable de dire pardon et de refaire confiance, il faut être vraiment capable, et c'est pardonner à tout le monde, il faut être vraiment capable de vraiment tout effacer et de ne pas le ressortir à chaque 2 minutes. Et l'homme, il doit prendre sur lui aussi, et ça pour moi, ce serait ce que je voudrais vous répondre, comment refaire confiance au mari, c'est que le mari doit montrer ses preuves. Qu'est-ce que le mari va faire pour que vous ayez confiance en lui? C'est l'inverse.
C'est pas comment vous allez avoir confiance en lui. Qu'est-ce qu'il va faire lui pour que vous ayez confiance en lui? Est-ce qu'il va aller en thérapie? Est-ce qu'il va travailler avec un rave? C'était quoi son problème? Du porn, par exemple, il y a des maris qui font du porno. Est-ce que maintenant il va accepter d'avoir des filtres sur son téléphone et sur son ordinateur pour pas regarder du porno? Un mari qui a trompé, si la femme, elle est d'accord de lui pardonner, est-ce qu'elle est capable vraiment d'oublier qu'il a trompé? Qu'est-ce qu'il va faire pour ne plus jamais retromper sa femme? Dire où il est à chaque instant, accepter qu'il dira où il est à chaque instant? Parce que dans un an, il va peut-être en avoir marre de ces conditions-là. Donc, il y a plusieurs secrets, il y a plusieurs idées, mais encore une fois, ça dépend de la personne, ça dépend de la situation, et ça dépend aussi, surtout, des étapes que la personne qui a trompé la confiance, elle va prendre pour regagner la confiance chez le conjoint. Voilà, j'espère que ça répond. Une femme n'aime pas demander, elle veut recevoir de l'affection sans le demander. Comment? Chez le psy? Alors, excellent, très très bonne question. Merci beaucoup parce que je devais en parler, j'en ai oublié. Au lieu d'être tout le temps en train de vouloir, demander de l'autre, une femme, elle doit travailler sur elle-même. Elle doit travailler sur sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Elle doit travailler sur son self-esteem. Si on est toujours dans l'attente que le mari nous donne, ça ne marchera pas. Rappelez-vous, le mari, ce n'est pas ta meilleure copine. Tu dois avoir ta copine et ton mari. Pourquoi? On ne peut pas tout attendre d'un mari. C'est important aussi de pouvoir être self-sufficient. Ça veut dire pouvoir se suffire à soi-même. Plus tu lui cours derrière et il va sentir que tu es derrière lui à avoir tellement besoin de lui, plus il va être étouffé et se sauver. Plus tu vas travailler pour avoir confiance en toi, et plus ton mari va courir derrière toi pour vouloir aussi être avec toi. Donc, il faut travailler sur sa confiance en soi, je dirais. Il faut aussi travailler sur ne pas avoir tellement besoin d'affection et trouver d'autres endroits. Et sachez, je ne suis pas en train de dire ça, ce n'est pas mon but. Le but, c'est que le mari donne de l'affection, mais il faut lui apprendre. Donc, ou l'emmener chez un rave qui va lui expliquer les choses, ou aller en thérapie de couple qui aide énormément si le mari est d'accord, parce que s'il n'est pas d'accord, ce sera plus difficile de faire passer le message, ou trouver, comme le rabbi disait, un ami, quelqu'un qui est ami et qui donne des bons conseils et qui peut venir parler au mari pour lui faire comprendre. Des rabbinim comme par exemple le rabbi Brody en Israël qui est extraordinaire pour parler aux hommes et expliquer aux hommes comment donner plus d'affection à leurs femmes, comment donner plus d'amour à leurs femmes. Donc je dirais aussi, pour répondre là, c'est de commencer par travailler sur être honnête avec vous-même. C'est quoi votre langage à vous d'amour? Et une fois que vous savez c'est quoi votre langage, comment vous aimez recevoir l'affection, expliquez ça à son mari. Si ça passe pas et le mari comprend pas, passez à l'étape suivante d'avoir quelqu'un d'extérieur, thérapeute, rave, ami, qu'on peut faire confiance, qui peut venir aussi parler au mari et lui expliquer. Voilà. Et oui, les hommes, ils réfléchissent pas comme je suis tout à fait d'accord avec Dina, qui explique ça. Donc, il faut parler, il faut expliquer, il faut pas attendre comme ça. Même des fois, pour un cadeau d'anniversaire, on dit « Ouais, il m'a pas amené... » Dis-lui ce que tu veux. Ok, au début, il n'y aura pas l'élément de surprise, mais au bout de plusieurs années, il va savoir ce que tu aimes et là, il fera ce que tu aimes. Donc, c'est important de montrer l'exemple. Très, très important d'être une doukouma, de montrer l'exemple. Et plus on va montrer l'exemple, et plus le mari va suivre et lui aussi va faire ça. Voilà. Ben, j'espère que ça a aidé tout le monde. J'espère que le message, il est passé. En tout cas, il est sorti de mon cœur. J'espère qu'il est rentré dans votre cœur. Je vous souhaite à toutes, Shalom Bayit, à celles qui ont besoin d'enfants, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu leur donne des beaux bébés très très vite, on entend des belles nouvelles d'ici 9 mois. Et merci à chacun qui a participé à ce chat pour prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui, ce soir pour vous, et 1h30 de l'après-midi pour moi. Je vous embrasse à tous très fort, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.